Bonjour chers amis. Encore vraiment désolé de ce problème technique. Apparemment, avec le StreamYard, je ne pouvais pas me connecter au stream de notre cher Ludo qui n'est pas disponible. Donc je suis vraiment désolé de ce live backup d'urgence qu'on a dû vous préparer. Je ne sais même pas si je peux ici mettre vos commentaires. Euh, euh, je vais juste vite checker si tout est en place. En tout cas, bonjour à tous. Vraiment désolé de ce souci technique alors que on a préparé plein de chouettes choses pour vous. C'est un petit peu regrettable. J'en suis désolé. Je vois que vous commencez à arriver. C'est merveilleux. Donc ça, c'est cool. J'essaye de voir comment on peut faire les choses au mieux. Donc ici, je vous ai pour le moment transféré mon écran. J'avais fait une présentation PowerPoint. Je ne sais pas si je pourrais du coup l'afficher dans ce live. Euh, donc ça, je checkerai par la suite. Mais en tout cas, bonjour à tous. Donc ça, c'est trop, trop bien. Désolé de régler ça. J'ai donc dû streamer sur mon compte pro musique DJ. Comme ça, vous pouvez avoir accès à quand même à notre live qui, je pense, est très important. J'ai vu d'ailleurs tous vos commentaires. Vraiment un grand merci de l'engouement pour ce live. Donc ça me touche beaucoup. Sachez-le, je suis très très heureux de cela. Écoutez, si je n'arrive pas à pouvoir vous mettre mon PowerPoint, euh, je, je ne vais pas continuer trop trop longtemps, comme ça on ne perd pas de temps et on peut aller dans le vif du sujet. Mais je pense que je vais trouver une solution. Je vais ici partager ça par mail et je vais l'ouvrir dans ma boîte mail. Je pense que ça va être la solution. Comme ça, ici, vous avez en plus des images du beau graphique en attendant encore quelques petits instants. Hop, je vais transférer ça illico et je pense qu'après, on est parti malgré tout pour ce super live. Ça va être vraiment, je pense, très intéressant de transférer ça ici. Hop, voilà. Gmail. OK. Ici, on est bueno. Hop. Hop. Je check ça ici. A priori, l'envoi a dû être fait. Voilà. Téléchargement. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ok, je pense que nous sommes bons. Je vais transférer ça ici. Ok. Et je pense que là, on peut voir déjà quelque chose apparaître. Je ferme tout ça. Je retourne dans notre live. Ouais, super, super. Je vois, je vois que c'est bon. Je vois que après, apparemment, vous pouvez voir ce qui se cache derrière tout ce que je vous ai préparé. Donc ça, c'est trop, trop bien. Hop, je vais mettre ça un peu plus grand. Un tout petit peu moins grand. Voilà, parfait. Bon, je pense que nous pouvons commencer. Je suis désolé pour ces soucis techniques. Bonjour à toutes et à tous. Nous corrigerons cela pour la prochaine fois. Alors, bon, comme ça, on ne perd pas plus de temps. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, ici, je vous ai fait un petit PowerPoint qui va en gros résumer tout le processus et tout le parcours de cette heure qui va être essentiellement lié d'abord à l'actualité. Donc ici, vous aurez une actualité de la semaine. On va aussi un peu parler quand même du crash qu'il y a eu pour les altcoins, les cryptos. Donc ça ne va pas durer trop longtemps, je vous rassure. Comme ça, on pourra passer aussi aux demandes qui avaient été faites par le groupe. Je vais rapidement aussi vous présenter les valeurs clés du portefeuille. Donc c'est des valeurs qu'on a discutées ensemble donc de mon portefeuille et qui, je sais, beaucoup d'entre vous détiennent aussi. Donc je pense que c'est assez pertinent qu'on en parle. Euh, Au niveau donc des deux sujets qui étaient ceux que vous souhaitiez le plus mentionner pour ce live, donc c'est la communauté qui a décidé. Donc il y a deux sujets importants. Le premier, c'est donc la guerre, la guerre économique des tarifs, mais aussi d'autonomie stratégique, d'industrialisation, qui était celle des terres rares. Donc je pense qu'on passera ici une bonne dizaine de minutes sur ce sujet. Et enfin, on va discuter des opportunités de la bourse européenne, qui était donc celle-là, c'était la numéro 1 du sondage, donc les opportunités à saisir en Europe pour vos PEA, mais aussi pour nous en euros, vu que le dollar se déprécie assez fortement. Alors pour la suite ici, donc l'actualité de la semaine, bon, on va commencer par le plus intriguant. Donc
il semblerait que c'est bien confirmé, que Trump va bien voir Xi Jinping, donc le président de la Chine, en Corée du Sud. Cette annonce fait quand même suite à 2 semaines de grosses tensions, d'une part d'abord par les contrôles de la Chine, qui ont été renforcés concernant l'exportation de toutes les matières critiques, dont les terres rares, mais pas que, c'était aussi les batteries, les aimants. Et comme vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes extrêmement dépendants de ces terres rares et de ces matières premières issues de la Chine. On a déjà vu l'épisode du cuivre, mais surtout, les terres rares est un phénomène assez important parce que le paradoxe, c'est que les États-Unis et même l'Europe détiennent des terres rares, sauf que on ne peut pas les extraire, on ne peut pas les raffiner pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a désindustrialisé tous ces pans d'activité ces 20 dernières années entre l'Europe et les États-Unis. Et de deux, c'est surtout pour des raisons environnementales que cela a été fait, parce que le raffinage et l'extraction de ces terres rares polluent énormément la planète. Et avec les normes environnementales très, très draconiennes qu'il y a aux États-Unis et en Europe, on s'est désindustrialisé. Et on va reparler de ça dans l'épisode terres rares plus tard dans le live. Donc, je voulais juste commencer avec ça. Je n'ai aucune spéculation là-dessus. Je pense juste que ça montre que la Chine veut se mettre autour de la table, ainsi que les États-Unis, comme vous aimez beaucoup le dire aussi sur le groupe, le fameux taco trade. Donc, c'est l'art de faire le deal. C'est ce que Trump essaye d'utiliser depuis maintenant le début de son mandat. Et je pense qu'il va continuer de le faire. Et ça, c'est quelque chose dont on va reparler. Donc ici, je vous présente juste un petit peu une petite revue de presse de la semaine. Alors, pourquoi je voulais parler de l'or? Donc, il y a eu un sell-off que je considère comme technique. Si vous regardez dans l'histoire de la bourse, il y a eu, ici je peux vous mettre un article, juste le titre parce que c'est sur Bloomberg, la baisse qu'il y avait eu donc, lors de la fameuse baisse de cours de l'or est une des plus grosses baisses qu'il y a jamais eu sur l'or. Donc, pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que j'ai vu un message, une question intéressante sur le groupe qui était est-ce que c'est pas une bonne nouvelle si l'or baisse? En théorie, oui, mais en pratique, non, pas dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que la baisse qu'il y a eu sur l'or, c'est surtout que, comme on a eu dans les années 2000, c'est un peu, je ne veux pas être péjoratif, mais c'est un peu la ménagère qui va aller vendre son or physique, qui dit ça fait 15-20 ans que je détiens de l'or, et là, il est à son plus haut historique, c'est le moment d'aller vendre et pour encaisser des profits. Et c'est à peu près la même chose en bourse, c'est que tu as des gens qui détiennent de l'or depuis maintenant 5, 10, 15 ans, qui ont vu un plus haut historique et qui se disent, je pense que là, on est dans une période intéressante pour enfin consolider. Parce que l'or, on dit toujours, oui, il faut en détenir parce que ça va prendre de la valeur. Oui, mais à un moment donné, comme le dit très bien Ludo, il faut que cette valeur soit actée dans votre plus-value. Tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas gagné. Donc, vous avez quelque chose qui prend de plus en plus de place dans votre portefeuille et qui s'apprécie, mais qui, paradoxalement, ne vous apporte aucun gain matériel puisque l'or n'est pas comme une action, c'est un produit qui est décorrélé du marché boursier. Donc, c'est-à-dire qu'on achète, on détient de l'or en portefeuille pour justement se protéger, entre guillemets, des fondamentaux des entreprises cotées en bourse et aussi pour, certains pays le font maintenant, la dédollarisation. Et du coup, c'est tous ces facteurs de risque qui font que l'or, à chaque fois, gagne. Quand le dollar baisse, l'or prend de la valeur, comme on vous l'a expliqué, avec donc tout ce qui est corrélé au dollar prend de la valeur si le dollar baisse. Je reproduis là le geste de Ludo. Mais aussi, l'or est une excellente valeur refuge quand on veut se protéger de la volatilité, voire peut-être de risque de récession ou de chute des indices. Donc, pour vous répondre, je pense que l'or n'a pas fini de continuer de monter pour la raison simple, c'est que les facteurs risques ne sont pas encore derrière nous pour en tout cas ce qui va potentiellement se passer en 2026. Et puis aussi sur les incertitudes avec la Chine, la Chine est un énorme détenteur d'or et donc peut aussi jouer sur le cours de l'or. Et dans tous les portefeuilles types et modèles en bourse, on vous recommande toujours de détenir un peu plus de 10% de votre portefeuille en or. Je ne dis pas que vous devez le faire, mais je pense que c'est toujours intéressant de détenir de l'or. Bien sûr, en levier, c'est tout à fait différent, où là, vous profitez des mouvements de cours. En résumé, je pense que c'est intéressant de détenir toujours de l'or et que je ne pense pas que la hausse de l'or est terminée. Voilà, donc ça, c'est mon avis. Mais ça, on en parlera, je pense, une autre fois encore plus en détail pour les perspectives de fin d'année qui sera
sur potentiellement la toute nouvelle plateforme que je ne peux pas encore vous en parler, mais je peux vous assurer que c'est imminent, le nouveau package que Ludo vous prépare. Alors là, je voulais faire un petit slide sur la France, parce que c'est très intéressant ce qui se passe depuis 2 semaines. Donc même pour nous, les Belges, ça nous concerne, parce qu'on voit que donc dans le monde francophone, mais aussi le Benelux, il y a une tendance à aller recréer un plus gros tissu fiscal qui est assez important. J'ai lu cette semaine que la France insoumise a déposé un texte qui est l'équivalent d'un prélèvement à la source. C'est-à-dire que vous soyez français en France ou français à l'étranger, même si vous créez un compte à l'étranger pour éventuellement optimiser fiscalement, qui est déclaré, ou vous vous délocalisez fiscalement même hors de la France, eh ben, la France insoumise souhaite venir prélever de l'argent, qu'importe où se trouve votre compte en banque, en fait. Un prélèvement à la source très élevé, parce qu'il est vraiment important, même sur les hauts revenus, mais le terme haut revenu porte à confusion parce que le barème n'a pas été fixé. Et pourquoi je trouve que c'est quand même important d'en parler? Parce que c'est clair que toutes les entreprises cotées en bourse, mais aussi des gros investisseurs français, ne vont pas voir cette mesure d'un bon œil. Et ça pourrait avoir un chamboulement pour 2026 sur comment les régimes fiscaux de ces entreprises vont devoir se réadapter. Et du coup, je pense que c'est important à suivre, puisque les holdings vont aussi, pour la première fois, être plus sévèrement taxés en France, ce qui n'était jamais vraiment le cas, ainsi que le pacte du treuil, donc qui est le pacte de la succession en France. Donc, c'est un système de construction fiscale que vous pouvez faire en France qui vous permet d'échapper aux droits de succession quand vous voulez céder vos biens, votre immobilier ou ce que vous détenez à vos enfants. Et pourquoi j'ai voulu quand même faire ce petit passage dans notre présentation, c'est qu'on peut voir que parfois des facteurs qui sont hors des fondamentaux boursiers macroéconomiques pourraient avoir un impact sur la bourse et sur comment ces fortunes ou même ces institutionnels vont investir en bourse. Et du coup, je pense que c'est important de suivre ce qui va se passer quand même un petit peu sur les réformes que surtout la gauche veut mettre en place, qui sont un peu déconnectés de la réalité de l'investissement et beaucoup plus liés sur le fait qu'ils veulent chercher beaucoup d'argent pour financer une dette qui continue d'augmenter. Et je trouve que c'est pas par rapport à des considérations politiques, mais vraiment sur l'aspect fiscal, sur la bourse, ça pourrait en avoir un impact sur certaines entreprises cotées en bourse qui soient vraiment franco-françaises ou belgo-belges. Et ça, on en parlera à un autre moment. Alors ici, l'affichage bug un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, ça c'était la dernière petite présentation. Donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais ChatGPT, donc OpenAI, a lancé son propre moteur de recherche. Donc comme vous le savez, il y a Google Chrome, il y a évidemment Safari pour les produits Apple. Il y a actuellement un consortium de navigateurs, mais le monopole de ces navigateurs Internet est vraiment dirigé par Google. Et beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce que Atlas d'OpenAI ne viendrait pas, anéantir Google et anéantir son business model et voilà, pourrait être disrupté. Alors ici, mon analyse est que non, et l'analyse de tous les experts non plus, parce qu'en fait, on se rend compte que cet Atlas est construit sur les codes sources et les bases de Chromium, qui est le système qui a permis de créer Google Chrome. Donc en réalité, c'est un énorme cadeau pour Google qui assoit encore plus sa légitimité en tant que moteur de recherche principal, d'autant plus que, comme on a vu que l'antitrust aux États-Unis a dit que Google pouvait absolument garder Google Chrome, comme je vous l'avais prédit aussi en début d'année. Et du coup, en fait, Atlas ne vient que renforcer le fait que Google accélère son avancée dans l'implémentation de l'IA dans nos moteurs de recherche. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'utiliser, mais je trouve que c'est vraiment d'une extrême efficacité. Pendant que vous faites vos recherches sur Google ou sur Atlas maintenant, au lieu de taper dans ChatGPT, propose-moi une mesure, propose-moi une analyse, tu peux directement dans ta recherche, tu es sur un article de bourse qui t'intéresse, genre zone bourse, tac, tu peux linker ChatGPT et venir commenter, dire ok, trouve-moi un autre article qui parle de ce sujet, trouve-moi un graphique qui parle de ce sujet. Et je pense que tout cela va être bon pour la productivité et aussi pour le monopole de Google qui, avec Gemini, accélère à fond. Et comme je vous le mets ici, 2 milliards d'utilisateurs mensuels pour AI Overviews de Google. Donc c'est actuellement, c'est monstrueux.
C'est monstrueux en termes d'utilisation. Donc, je ne suis vraiment pas inquiet pour Google. Donc, pour ceux qui détiennent Google en portefeuille, les résultats la semaine prochaine seront d'ailleurs très intéressants à suivre puisque les plus gros, les plus gros mastodontes vont donner leurs résultats, enfin une grande partie d'entre elles. Et je pense qu'on reviendra là-dessus en fin de live, mais je crois que vraiment c'est très positif. Alors, pour les cryptos, la sélection naturelle, pourquoi j'ai mis ce titre-là? Écoutez, en fait, pour moi, le crash qu'il y a eu sur les altcoins il y a 2 semaines à peu près, il est positif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une petite sélection naturelle. Comme vous le savez, c'est un écosystème qui est très vaste et qui, pour beaucoup d'investisseurs, fait un peu peur, même un peu beaucoup. Car on se demande si notre argent va pas disparaître par un piratage des plateformes de crypto actifs, que certaines crypto-monnaies sont peut-être basées sur rien du tout, qu'il n'y a pas assez de régulation. En fait, toutes ces craintes se sont pour moi dissipées. En effet, dans le même temps, les altcoins se crashent et BlackRock, qui a annoncé ses résultats il y a une dizaine de jours, qui sont exceptionnels comme d'habitude, a annoncé que son ETF le plus rentable de son histoire, donc comme vous savez, BlackRock gère des milliers d'ETF, du coup, donc ce sont ces fonds indiciels qui répliquent la performance des indices boursiers, a annoncé que l'IBIT, qui est donc son ETF Bitcoin Spot, est le plus rentable de son histoire, alors que l'ETF qu'ils ont créé a moins de 2 ans de durée de vie. C'est absolument exceptionnel, le nombre de capitaux qu'ils ont engrangés. Et d'ailleurs, maintenant, BlackRock, mais aussi tous les institutionnels, permettent d'intégrer comme collatéral, mais aussi dans leur retraite, donc dans leur plan d'épargne retraite, des cryptoactifs, Bitcoin et Ethereum. Donc, je pense que pour l'industrie Bitcoin, l'industrie des cryptoactifs, c'est très bon et que justement, toutes les pommes pourries et toutes les brebis galeuses de l'industrie ont pour une grande partie d'entre elles été éliminées il y a 2 semaines. Donc, il y a une purge des brebis galeuses et on garde les 2 projets fondamentaux crypto les plus intéressants. Les jeunes ne veulent plus détenir de l'or dans leur portefeuille, mais veulent détenir du Bitcoin dans leur portefeuille comme outil équivalent de protection contre le marché. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le mouvement qu'il y a sur les bitcoins et sur les cryptos. Et donc, je suis aussi très convaincu que ce marché va continuer de prospérer pour le meilleur et pour le pire. Hein. Je ne fais pas la pub des cryptos nécessairement. Grâce à la société cotée en bourse qui s'appelle Circle, qui a fait son IPO, donc son introduction en bourse, il n'y a pas longtemps. Et on a vu vraiment un engouement important, car BlackRock, mais tous les grands institutionnels, même JP Morgan, disent qu'on est dans l'ère de la tokenisation. Et donc, c'est-à-dire de transformer tous les assets tangibles en forme de tokens, donc de jetons dématérialisés. Donc, je pense que c'est une industrie qui mérite un live entier, mais qui pourra continuer grâce à Trump qui soutient cette industrie fortement, de permettre d'en avoir un nouvel outil, en plus de l'or et des obligations, un outil de quantitative easing, donc un outil macroéconomique absolument pertinent pour pouvoir contrôler la puissance des États-Unis, que la puissance des États-Unis soit encore incontournable. Et ça va être vraiment quelque chose qui va nous suivre, je pense, sur les 2-3 prochaines années à venir. Donc là, ici, voilà, je résumais un petit peu ce que je pense donc sur les stablecoins et aussi sur les ETF Bitcoin qui sont en explosion absolue aux États-Unis et qui, je pense, à terme en Europe arriveront aussi. Alors, donc là, ici, je voulais vous parler de mes valeurs clés. Donc ici, les valeurs clés de mon portefeuille, je pense que vous en connaissez une partie. Ici, je vais bifurquer vers Zone Bourse. Donc pour ceux qui peut-être ne connaissent pas Zone Bourse, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de données. Donc, c'est via un abonnement. Vous avez la possibilité d'accéder à toute une série de données, de documents, de data qui sont très intéressants pour tout ce qui est actualité boursière, actualité financière, actualité économique. Donc là, vous voyez ici, par exemple, un beau petit résumé de la semaine de la guéguerre entre Donald Trump et Xi Jinping. Et donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a Investing, il y a TradingView aussi, qui est très bien. Ce qui compte, c'est que vous trouviez l'environnement qui vous plaît le plus. Mais je pense que pour vos investissements et pour vous conforter dans vos stratégies, ça peut toujours être intéressant d'avoir un agrégateur de données, donc quelqu'un qui compile beaucoup de données, mais aussi des graphiques. Donc ici, je me permets de passer en revue des valeurs de mon portefeuille dont je vous parle. Parfois, je vous embête même un petit peu avec mes valeurs. Et pour les passer un peu en revue avec vous.
Donc une de mes valeurs fétiches que je détiens toujours en portefeuille s'appelle SoFi. Donc c'est un peu l'équivalent du Revolut, mais américain, en plus massif quand même aujourd'hui en termes de rapidité de croissance. Donc au niveau de ces résultats, elle les donne la semaine prochaine comme une grande partie des tops entreprises. J'ai ici une liste que je peux vous montrer du calendrier des sociétés pour du coup la semaine qui va suivre. Hop. Donc ici, on a ici donc la semaine à venir, donc des résultats importants la semaine prochaine. Donc on a ici donc les entreprises, une autre entreprise dont je vais vous parler, United Health, qui est une entreprise que je détiens. On voit que la tech, le 29 octobre, va être vraiment scrutée entre mercredi et jeudi. Donc la plupart des GAFAM donnent leurs résultats. Microsoft, Alphabet, Amazon et Apple. Donc ça va être une semaine riche en résultats. Donc c'est toujours aussi très intéressant d'avoir Zone Bourse aussi pour suivre un peu le calendrier des résultats et les alertes. Donc pour revenir sur SoFi, c'est une valeur qui bénéficie très clairement de la baisse, donc de l'annonce de l'inflation qu'il y a eu semaine passée. Donc comme vous avez, je pense, un peu suivi, puisque vendredi, donc c'était hier, hein, l'annonce. Hier, les indices sont encore bien remontés. On voit que d'ailleurs le Nasdaq, je peux quand même vous l'afficher, continue de monter, hein, c'est-à-dire que c'est assez clair, puisque la bourse s'accroche à un scénario. Le scénario actuellement, les amis, comme je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, au-delà de la volatilité que vous avez entre les périodes d'incertitude qui sont importantes par rapport aux annonces de Donald Trump que les graphiques ne peuvent pas anticiper, le scénario reste le même. L'inflation est contrôlée. La récession n'est pas là. Les emplois baissent, donc le taux d'emploi baisse simplement parce que les taux sont encore hauts. Et du coup, l'inflation reste stable, les emplois baissent, et du coup, la Fed se sent obligée et contrainte de devoir assouplir monétairement son économie pour pouvoir dynamiser les emplois, tout en voyant que l'inflation est sous contrôle pour le moment. Et donc, SoFi, chaque fois qu'il y a des baisses des taux, ce sont des valeurs qui sont liées à tout ce qui est financier, donc c'est-à-dire à un coût de l'argent moins cher. Si les taux baissent, l'argent coûte moins cher. Et c'est donc ces entreprises-là qui peuvent être des grandes gagnantes d'un cycle d'assouplissement qui s'annonce durer jusque juin 2026. Donc ces entreprises-là, ils gagnent vraiment au change, en plus de leurs fondamentaux et de leur croissance. Donc c'est juste pour ça que je voulais vous parler de cette valeur qui est dans mon portefeuille et qui fait une performance depuis le début de l'année qui est assez importante et qu'on peut retrouver ici quand même, qui est plutôt respectable puisqu'elle bat le Nasdaq. Et donc je la détiens depuis maintenant plus d'un an et demi, à peu près quasiment. La deuxième valeur dont je voulais parler, c'est bien sûr AMD, qui est une valeur que je me permets de vous montrer le graphique, hein. J'ai acheté dans une phase de baisse en portefeuille long terme. Donc ici, vous voyez clairement cette phase de baisse qui est assez manifeste et qui était le fruit, en fait, et c'est important pour moi de vous le rappeler, qui était une baisse plus conjoncturelle que structurelle à mes yeux. Pour moi, comment je fais pour choisir une valeur en bourse aussi qui est intéressante? C'est toujours savoir, est-ce qu'une entreprise baisse en bourse parce que tout baisse ou est-ce qu'elle baisse parce que le business model de l'entreprise est anéanti? Voilà. Et c'est ça qui me permet de rester confiant malgré des baisses plutôt importantes. C'est que AMD était dans une conjoncture de baisse, mais pas dans une structure de baisse. C'est-à-dire que le business d'AMD était tout aussi bon en 2024 que là, maintenant, en 2025, où vous voyez qu'elle vient d'atteindre son ATH. Et elle a atteint son ATH vendredi parce que apparemment AMD produirait des puces quantiques efficaces bon marché, les bons marchés comparés à Nvidia bien sûr, qui aident dans la recherche du quantique et donc dans l'amélioration du quantique, où IBM est leader et qui est un secteur actuellement, le quantique, dont on parle beaucoup. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles AMD a fait un bond encore très important. En toute transparence avec vous, j'ai vendu une option dessus. Les options est un sujet dont on parlera de fond en comble, je pense à partir de novembre. Donc ne vous inquiétez pas, mes chers amis. Je l'ai vendu ici, en fait, littéralement, mon option, à peu près au précédent ATH. Voilà, ça m'a permis de démultiplier mes gains, mais c'est surtout au niveau de l'action. J'ai vendu un peu plus de 55% de ma ligne, puisque mon objectif était à 220 $. Voilà, dans le creux jusqu'à 220 $. Et on parlera de ce secteur un peu plus tard, le secteur de la tech. Alors, au clos, pourquoi je voulais en parler?
Eh bien parce que, beaucoup de choses se sont passées sur Oclo ces derniers temps. Donc pour vous donner une idée, ça fait depuis maintenant 15 jours que le record d'articles sur «Est-ce que nous sommes dans une bulle en bourse?» n'a jamais été atteint. La dernière fois qu'il y a eu ce record-là, eh bien, c'était pendant la bulle Internet des années 2000. Donc, on est clairement dans une phase d'inquiétude qui est modérée, mais qui est présente sur le secteur de la tech et de l'IA, mais surtout des entreprises corrélées à l'IA. Donc, vous avez remarqué ici, on a vu une baisse quand même significative de plusieurs dizaines de pourcents. En sachant que bon, depuis le début de l'année, nous voyons la performance d'Oclo est assez démentielle. Pourquoi je suis quand même un peu inquiet? Donc c'est une valeur que j'ai recommandée sur le groupe à de multiples reprises, qui a été donc que j'ai acheté en avril de cette année. Donc en fait, je vais être tout à fait honnête avec vous, je l'ai acheté le lendemain de l'annonce de Trump quand il a sorti son fameux tableau Tariffs d'avril qui a fait paniquer toute la bourse. Je peux comprendre à juste titre, vu qu'elle a pris presque tout le monde de court. Donc je l'ai acheté ici. Et en fait, je l'ai acheté dans un espoir de valeur long terme qui, dans les 5 prochaines années, a un potentiel de devenir un acteur extraordinairement important de l'énergie aux États-Unis. Le problème et l'élément qui m'inquiète, c'est ceci. Voilà. C'est qu'il y a un dicton en bourse qui dit « Buy the rumor, sell the news ». Donc, nous, on était, on va dire, les premiers plus initiés, les investisseurs privés, à investir plutôt tôt dans une entreprise qui ne faisait pas encore la une des journaux. Moi, Financial Times, c'est pour moi la source d'information économique et boursière la plus importante. C'est celle qui est pour moi la plus respectée et la plus honnête. Et quand j'ai aussi vu cet article, j'ai commencé à être assez inquiet. Pourquoi? Moi, l'objectif actuel d'Oclo est un objectif de cours que j'avais pour dans 2 ans et demi. On a déjà atteint cet objectif maintenant. Le problème, c'est qu'on commence à assister à des éléments que l'on retrouve dans la bulle Internet de manière assez inquiétante. Pourquoi? C'est-à-dire que pendant la bulle Internet, vous aviez 2 catégories d'entreprises. Des entreprises comme du même genre que Google, Alphabet, Amazon, qui sont des entreprises qui se payent cher en bourse, mais qui se payent cher parce que c'est justifié. Ils gagnent beaucoup d'argent, leur croissance ne fait que s'apprécier, en tout cas pour le moment, et depuis maintenant de plusieurs années, et génère beaucoup de cash flow. Donc oui, elles se payent cher, mais c'est justifié. Et il y avait une deuxième catégorie d'entreprises dans les années 2000 pendant la bulle Internet, qui, elles, étaient des entreprises pourries, qui étaient des entreprises pre-revenue, no revenue, c'est-à-dire qui ne gagnaient pas d'argent, qui étaient très endettées et qu'on espérait qu'effectivement, dans 2-3 ans, ça allait être les grands champions d'Internet avec les entreprises .com, donc comme on a aujourd'hui .ai, et qui vont soulever la bourse et rendre tout le monde riche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la suite de cette grande spéculation et de ce grand enthousiasme boursier, ces entreprises s'effondrent parce qu'elles n'ont pas de fondamentaux et qu'elles ne gagnent pas d'argent. Voilà. Mon inquiétude vis-à-vis d'Oclo, c'est que c'est une entreprise en laquelle je crois fondamentalement, mais qui est sujette à beaucoup de remous parce que les investisseurs historiques d'Oclo sont des gens très proches de l'administration Trump. Et quand je dis très proches, c'est-à-dire qu'ils murmurent à l'oreille de Donald Trump la dérégulation du secteur, ce qui jusque-là me va très bien, mais surtout un favoritisme pas négligeable d'Oclo comparé à toutes les autres entreprises du nanonucléaire, qui est donc le secteur énergétique assez tendance. Donc ici, vous voyez les plans, les schémas du fonctionnement des réacteurs Oclo, mais surtout ici, vous voyez le comparatif des performances entre les 3 acteurs principaux du nanonucléaire aux États-Unis. Vous voyez ici Nanonuclear Energy, NNE, NuScale Power, et vous voyez Oclo. Et il y a une certaine frénésie à acheter une entreprise qui actuellement vaut plus de 20 milliards, mais ne génère pas d'argent. Oclo ne gagne pas un seul centime. Je vous invite ici, je vous montre. Donc ce que vous voyez ici, ça, en gris, ça c'est du chiffre d'affaires. Ça, ici,
Ce que vous voyez ici sont les marges et le résultat net en vert. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que le résultat net est négatif puisqu'elle perd de l'argent. Et là, nous sommes en 2025, il n'y a même pas de chiffre d'affaires. Il n'y a même pas de casse grise. Donc, aussi confiant que je reste sur le long terme, sur la foi que je puisse avoir dans l'entreprise, j'estime qu'actuellement sur Oclo, on atteint des valorisations qui sont délirantes et qui commencent à m'inquiéter un peu et qu'on retrouve aussi sur des valeurs quantiques, ici comme je peux mettre sur IonQ, qui, elles non plus, ne gagnent quasiment pas d'argent. Mais, enfin, déjà, pardon, elle ne gagne pas du tout d'argent, mais ne fait quasiment même pas de chiffre d'affaires, comme vous pouvez le voir. Et moi, je crois dans cette entreprise sur les 5-10 prochaines années à venir. Mais le problème, c'est que les objectifs de 5-10 ans sont déjà atteints maintenant. C'est-à-dire peser 20 milliards de dollars et ne générer aucun revenu et de ne pas avoir de contrat comme par exemple OpenAI. Et honnêtement, si vous êtes en swing trading, en day trading sur ces valeurs, voilà, je vous invite à effectivement être prudent, à commencer quand même à, si vous avez des stop loss, de bien les serrer quand même. Profiter de la hausse du rallye de fin d'année que je considère va avoir lieu puisque le cycle d'assouplissement monétaire est là. Et donc, ces entreprises-là, le coût de leur dette mécaniquement baisse. Donc, la valorisation de leurs entreprises mécaniquement monte. Théoriquement, puisque si le coût de leur dette baisse par rapport à la baisse des taux directeurs, l'entreprise vaut sur papier plus, les amis. Donc, elles vont continuer de monter jusqu'à fin d'année. Mais what's next? À un moment donné, les investisseurs vont dire, tiens, ok, on aime les entreprises de l'IA, mais qui font de l'argent. Oclo, IonQ, ces entreprises ne font pas d'argent. Elles montent, mais l'objectif j'allais sur Oclo que j'ai actuellement était celui que j'avais pendant 2 ans et demi, je vous le répète. Donc pour moi, c'est important de commencer à vous poser ces questions et je vous mettrai aussi en lien certains articles sur la taille qu'elles prennent dans vos portefeuilles. C'est pour cela que j'ai commencé à prendre des bénéfices sur Oclo quand même pour les mettre dans autre chose. Et ce autre chose, je vous en parle, c'est notamment CoreWeave. C'est les mêmes inquiétudes que j'ai. J'en ai moins sur CoreWeave parce qu'elle génère déjà un chiffre d'affaires très important. Mais vous voyez bien que son résultat net est très faible. C'est la courbe verte ici. Il est très faible. Ce sont des entreprises où il y a beaucoup d'espoir, mais il n'y a pas encore de garantie de succès. Et donc, si vous avez des fortes plus-values sur ces entreprises, allégez-vous pour repondérer votre portefeuille. C'est ça que je vous dis. Je ne dis pas qu'il faut tout vendre, mais je dis que prendre des bénéfices maintenant sur ces entreprises n'est pas bête. Sauf si vous allez faire du trading. Par exemple, vous allez profiter, comme sur Oclo, d'une consolidation graphique pour repartir. Voilà, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste graphique. Mais je vous dis, commencez quand même à faire attention à la taille que ces entreprises prennent dans votre portefeuille. Donc, dans quoi j'investis par la suite? Ce sont dans des entreprises de secteurs qui ont été punis en bourse, que je détiens, comme United Health, qui est une entreprise qui est un assureur dans les soins de santé aux États-Unis et qui, comme vous avez vu, pour plein de raisons, le CEO a été abattu parce que celui qui l'a tué estimait que sa mère n'avait pas été remboursée par l'assurance, que l'assurance a eu des pratiques frauduleuses contre plein de contribuables américains, que les résultats et la régulation aux États-Unis de ces secteurs-là ont fait chuter le cours. Mais ce sont des entreprises qui gardent un leadership énorme, sont les leaders dans leur secteur et n'ont quasiment pas de concurrence forte, directe, et qui se payent à des niveaux de valorisation qui sont infimes. Je pense que le secteur du pharma, le secteur de la santé, le secteur non cyclique sont des secteurs dans lesquels on peut commencer à s'intéresser. Les entreprises non sexy qu'on parlera pour l'Europe. Et pour l'Europe, j'ai hâte de venir vers vous vers fin de ce live pour vous en parler. On a ici LVMH, qui est une valeur dont je vous ai aussi plusieurs fois parlé, où j'ai accumulé beaucoup dans cette zone, qui est une entreprise du luxe qui a été punie par rapport à la faiblesse de la Chine, par rapport au fait à des résultats plus fébriles, et aussi parce qu'elle devait investir plus aux États-Unis pour se protéger des tarifs. Je pense que LVMH est le meilleur ETF luxe que vous pouvez avoir, c'est-à-dire une entreprise qui, dans le luxe, détient une quinzaine d'autres entreprises dans le secteur du luxe. L'hôtellerie, la maroquinerie, les champagnes, les bijoux. Et donc, ça fait partie des top acteurs de l'industrie. Bien que Hermès aussi ou Kering existent, je suis plus confiant d'Hermès qui est vraiment l'hyperluxe que Kering parce que pour moi, Kering est extrêmement lié au destin de Gucci qui est une monomarque qui s'ouvre beaucoup et qui est très basée sur l'Asie.
Voilà. Donc, je ne veux pas me surexposer à une seule marque, là où LVMH a plusieurs marques. Donc ça, voilà, c'était ma présentation des valeurs clés de mon portefeuille rapidement, pour qu'on passe maintenant vers vos sujets les plus importants, qui étaient tout d'abord les terres rares. On finira par votre sujet favori par la suite, que sont les bourses européennes, donc, qui ont gagné lors de votre sondage. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop asséné pour le moment. J'espère que pour le moment, c'est assez clair. Je pense que je ne pourrais pas aborder les deux autres sujets que 2 de nos membres ont proposé dans notre Discord. Mais sachez que j'ai prévu de faire un live cette fois-ci qui se passera techniquement super bien, avec une top présentation pour vous en parler. Donc, on va vraiment se concentrer maintenant sur vos 2 sujets de prédilection, que sont les terres rares et la bourse européenne. On finira par la bourse européenne à la fin, parce que je pense que c'est mieux de terminer avec ce qui vous intéresse le plus. Et donc, on passe vraiment vers un sujet à part. Alors, pourquoi c'est un sujet qui est important? Donc, je vous disais, il y a 2 semaines, la Chine annonce augmenter les restrictions sur les terres rares et les produits exportés vers l'Europe et les États-Unis. L'annonce est clairement une onde de choc. Je sais que beaucoup de gens pensent que du coup Trump a surréagi vis-à-vis de cela, mais je vous donne un exemple du pouvoir de la Chine quand elle veut couper les vannes. Donc ici, c'est un article de l'Echo qui est un équivalent des Échos français qui montre le dossier de Nexperia. C'est un cas clair. Donc les Pays-Bas décident de verrouiller l'exportation des puces Nexperia, qui est une entreprise chinoise, en fait une entreprise hollandaise rachetée par la Chine et qui offre des puces au marché automobile européen et hollandais. Donc la Chine contrôle cette entreprise. Les Pays-Bas sentent qu'il y a des ingérences, des volontés de mainmise sur l'Europe qui les dérangent et décident de mettre des restrictions sur Nexperia. Nexperia, qui est chinoise, la Chine dit, vous savez quoi, on ferme Nexperia pour le moment. On ne vous offre plus aucune puce, on ne vous approvisionne plus du tout. Et du coup, la conséquence, elle est directe, c'est que des puces présentes dans 6 voitures sur 10. Vous voyez la conséquence? La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, la Chine a un monopole absolu sur ce secteur-là. Comment c'est possible? Parce qu'il y a plein de gens qui ont d'ailleurs voulu dire, on parlait du Micor, de Solvay. Oui, mais Edouard, il y a plein d'entreprises américaines et européennes qui possèdent des terres rares. En fait, le terme terres rares porte à confusion. Les terres rares ne sont pas rares. C'est juste une appellation qui a été faite pour regrouper une grande partie des tableaux périodiques des éléments, de plein de minerais clés que oui, nous possédons, mais qu'on ne peut pas exploiter pour 2 raisons. La première, c'est que dans les années 90, dans les années 90, l'Europe et les États-Unis ont dit « Oulala, ça nous fait chier de payer des milliards d'euros pour construire des usines, utiliser de manière capitalistique ces machines qui vont devoir creuser, ça nous coûte cher. Donc pour bénéficier de levier financier et pour qu'on paye moins cher, on va décentraliser toute la production de nos chaînes d'approvisionnement en Chine, à Taïwan. Comme ça nous coûte moins cher et eux, on négocie un contrat avec eux bien plus intéressant parce que le coût de la main-d'œuvre et le coût sur place est moins élevé et ils ont des grosses usines et des gros espaces pour lesquels on peut produire. Et la deuxième raison, c'est les normes environnementales. En fait, ce qui est rare dans les terres rares, c'est le procédé de raffinage, d'extraction et de séparation chimique. Et ce procédé-là est très difficile déjà à reproduire. Déjà en Europe et en États-Unis, on n'a plus les ingénieurs capables de le faire. Et 2, ça pollue nos sols. Et du coup, l'Europe et beaucoup d'associations, beaucoup de partis politiques pendant 20 ans ont prôné pour la désindustrialisation de ce secteur. Et du coup, on s'est tiré une balle dans le pied. Et c'est maintenant la Chine qui a un pouvoir de pression sur nous qui est énorme. Et c'est pour cela que Trump est actuellement en train d'essayer de vouloir reprendre le contrôle de cette industrie afin de protéger notre économie sur le long terme. Qu'on aime ou pas Trump n'est pas la question. Vraiment, là-dessus, j'ai aucun problème avec les considérations politiques de chacun. Mais il faut bien comprendre que cette menace pèse. Et quelle est la conséquence de cela? Je vous donne le cas de MP Materials, dans laquelle les États-Unis ont pris une participation en bourse dans cette entreprise
regardez sur 6 mois la performance de ce groupe. Donc, pour la question de est-ce qu'il y a des opportunités, du coup, dans quoi on peut investir pour potentiellement se protéger, pour potentiellement miser sur la transition terre rare Chine vers terre rare américaine? La réponse, c'est que pour moi, il faut justement aller investir dans certaines entreprises chinoises et dans certaines entreprises européennes. Il y a une entreprise chinoise que je détiens qui, depuis peu, a un ticker américain, mais je vous la présente en Chine, qui s'appelle Cattle. Alors qui, elle, n'est pas directement dans les terres rares, mais qui, elle, est directement liée à tout ce qui est batterie. En gros, presque toutes les batteries qui existent sur Terre viennent de cette boîte. Voilà. Et du coup, il est évident que la conséquence directe, c'est que Cattle a un avantage compétitif important en se payant absolument pas cher. Et qui a d'ailleurs en bourse un gros potentiel de croissance à mes yeux, puisque le résultat est sans appel. Je n'ai pas besoin de vous faire une grosse analyse fondamentale. Ici, vous pouvez le voir. Il y a une véritable croissance qui se met en marche dans ce secteur. Et vous avez la possibilité de l'acheter en dollars. Donc, je vous le montre ici. Donc, Cattle. Hops. Voilà. Donc, ici, c'est le ticker américain, CYATY, qui vous permet d'acheter cette entreprise qui vraiment actuellement se paye pas cher et qui, elle, n'a pas bénéficié du gros bond en avant parce qu'elle est méconnue. Et d'autre part, dans quoi on peut investir aux États-Unis ou en Europe? Je vous recommande plutôt les ETF Rare Earth. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que le secteur, ici j'en prends un au hasard, ici qui est d'ailleurs plutôt pas mal, que j'avais déjà été voir, c'est surtout, elles ont extrêmement augmenté ces dernières semaines, ces valeurs. Donc d'un point de vue fondamental, j'aurais beaucoup plus de mal à vous dire de foncer en acheter. J'aurais beaucoup plus facile à vous permettre, plutôt à vous dire, voilà, moi je suis assez convaincu que ce secteur va bondir dans les mois, années à venir. Et donc, vous pouvez vous positionner ici sur un ETF qui détient des entreprises australiennes, chinoises, américaines, mais il y a aussi en Europe, effectivement, des acteurs qui se développent dans ce secteur. Il y a effectivement Solvay, par exemple, qui est une entreprise belge. Mais le problème de l'Europe, c'est que, je vous ai dit, ça va mettre du temps à développer ces projets, il faut trouver des ingénieurs, et du coup, c'est purement théorique. Solvay ne pèse même pas 1% de tout le marché actuellement. Donc, je vous recommande plutôt, si vous voulez vous positionner dans ce secteur d'activité, de le faire actuellement en ETF. Le VanEck Rare Earth ou tous les ETF Rare Earth qui vous permettront de les acheter, en sachant que là, vous pouvez vous positionner dans tout le secteur sans en acheter une seule qui est probablement déjà se paye très cher. Donc, pour vous répondre à votre question, je pense que ça va être l'enjeu des 5 à 10 prochaines années. C'est la réindustrialisation qui va surtout se faire aux États-Unis. Et c'est pour ça que les entreprises aux États-Unis, même Energy Fuels, qui est indirectement lié aux États-Unis, mais en Amérique en général, qui est indirectement relié aussi à cet écosystème, parce que l'uranium est aussi une ressource qui manque aux États-Unis et à l'Europe. C'est un peu le paradoxe. On en a, mais on ne l'exploite pas convenablement, on ne l'enrichit pas convenablement. Et du coup, l'Amérique, le Canada, les États-Unis, mais le monde libre commence à se mettre en action. Et on le voit ici, il y a un vrai rebond du secteur d'activité. Et du coup, je pense sincèrement qu'il y a des choses à faire en ETF, mais que sélectionner une seule entreprise en stock picking est un peu plus risqué. Donc, vous pouvez avoir un potentiel de gain plus important, mais un potentiel de perte aussi qui est plus important. Là où les ETF, que je pourrais vous mettre dans le Discord, me semblent plus adaptés si vous n'en détenez pas déjà. Si vous avez acheté MP Materials il y a 2-3 semaines, bon, à part mettre un stop loss serré si vous êtes en trading ou rester en long terme si vous avez une vraie conviction dessus, voilà, je ne vous dis pas qu'il faut vendre demain. Mais si vous n'êtes pas encore dedans, je pense qu'un ETF est très pertinent. Voilà, donc ça c'était pour la partie Rare Earth. Et donc on va passer maintenant à la dernière partie qui est celle que vous attendiez le plus. Qu'est-ce qu'on va faire dans nos PEA? Qu'est-ce qu'on va faire sur nos bourses européennes? Mais pour répondre à vos questions, en fait, déjà l'avantage premier de l'Europe, parce qu'il y a des désavantages, hein, je vais commencer par le côté positif, c'est que les valorisations de nos indices, comme vous le savez, sont plus faibles, pour une raison très simple. On a beaucoup moins dans nos gros indices Stock 50, Stock 600 d'entreprises de la tech. Le deuxième élément,
c'est qu'on a aussi des entreprises plus défensives, donc ça c'est la conséquence directe, qui elles ont souffert grandement de la hausse des taux d'intérêt que nous avons connue. Et le troisième point positif, je dirais, c'est que ce sont des entreprises qui sont en fait pas sexy. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont des entreprises européennes, pour beaucoup d'entre elles, qui ne sont pas plébiscitées par les investisseurs particuliers parce qu'elles n'ont pas des performances aussi extraordinaires que les entreprises de la tech américaine ou même certaines entreprises tech européennes. Et qui, je pense, vont bénéficier en 2026 d'un regain d'intérêt quand les valorisations de la tech vont commencer à devenir un peu plus tendues et que les gens vont dire dans quoi, je suis en train de prendre mes bénéfices, dans quoi je vais mettre mon argent? Eh bien, je pense que par exemple, le secteur du luxe est un secteur qui a été puni, mais qui aujourd'hui offre un intérêt, une attractivité à l'investisseur particulier. Donc, on voit ici qu'on a assisté à un rebond plutôt important de ce secteur d'activité. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ça bug, mais je peux vous montrer un autre secteur qui aussi a bien bénéficié de la hausse des indices. Ce sont les banques. Les banques ont vraiment bénéficié de la hausse, en tout cas de l'attractivité de l'Europe. Donc, comment moi je vois les choses? Donc ici, je vous le mets. Je pense que l'approche la plus intéressante pour l'Europe aujourd'hui, c'est de se concentrer sur des entreprises qui ne se payent pas cher. Et la bonne nouvelle, c'est que sur l'indice français, il y a des entreprises qui ne se payent pas cher. Je vous donne un exemple. Accor, qui est actuellement une entreprise qui, pour le coup, donc ici, voilà, on revoit ici donc l'indice, le cours boursier d'LVMH, qui est en phase assez importante de hausse. Et on voit que d'ailleurs tout le secteur, donc ça, si vous êtes sur Zone Bourse ou Investing, vous pouvez souvent faire. Tout en dessous, vous avez ici l'entièreté du secteur d'activité qui est listé en bourse. Donc parfois, vous avez des acteurs qui ne sont pas pertinents. Mais par exemple, vous avez ici un comparatif donc de LVMH à Christian Dior, avec d'autres entreprises où vous pouvez voir leur performance sur 3 ans, 1 an, 5 jours. On voit qu'il y a un rebond dans ce secteur d'activité qui est assez intéressant. Mais je pense que par exemple, le groupe Accor, regardez, on a une entreprise qui se paye moins de 20 fois les bénéfices, qui est un des leaders hôteliers européens, qui a annoncé des résultats excellents. Et on voit que ce 7% pour une telle entreprise, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et on voit qu'elle commence à atteindre des points d'entrée qui sont attractifs pour les investisseurs. Je pense que pour répondre à la question où il faut regarder en Europe, ce sont des entreprises qui se payent un peu moins de 20 fois les bénéfices, qui sont des leaders dans leur secteur d'activité, qui offrent un dividende et qui ne sont pas de la tech. Pour répondre à la question, qui ne sont pas de la tech. J'ai ici Publicis. Je vous donne des valeurs françaises parce qu'il y a beaucoup de Français aussi sur notre groupe. Publicis, c'est une entreprise, regardez, 13 fois les bénéfices, dividende de 4,2% et qui montre sa solide résilience vis-à-vis des concurrents de l'IA dans la publicité. Donc, investissez dans ce que vous connaissez, en fait. Ne cherchez pas trop loin en Europe, investissez dans des business que vous connaissez, que vous comprenez. Vous savez comment ils fonctionnent en bourse. Je pense même que, donc ici, je vous remets BNKE, l'ETF bancaire que j'étais en train de vous parler. Je ne crois pas que les banques soient un mauvais investissement aujourd'hui. En effet, oui, BNP Paribas a chuté en bourse parce que BNP Paribas a des histoires avec les États-Unis sur un procès, sur machin. Mais les banques européennes sont extrêmement décotées par rapport aux banques américaines et bénéficient des cycles d'assouplissement monétaire et des capitales sous gestion par vous, les particuliers, qui mettez plus d'argent dans des brokers, plus d'argent dans des comptes épargne, ils gagnent de l'argent sur ça. Et je pense que vraiment les banques qui sont en train de toutes se digitaliser vont venir capter une grande partie de l'épargne des Français et des Belges, que ce soit sur PEA et que ce soit sur les comptes titres. Donc je pense vraiment que là où il y a des opportunités, ce sont vraiment dans ces secteurs d'activité. D'autre part, il y a aussi une autre opportunité qui se met en place et qu'on voit par exemple quand on regarde Walix, c'est que la tech européenne est très décotée et que du coup des potentiels champions commencent à voir le jour. En France, on a eu l'avènement de Walix. Donc moi, je ne suis pas dans cette valeur, je précise, mais on voit que
les espoirs de croissance sont très, très importants. Mais on peut aussi parler de Schneider Electric, qui, pour moi, n'est pas cher. Ce que vous voyez ici, c'est la valorisation de 2025, mais ce qu'on voit en 2026, c'est que ça reste une croissance extrêmement solide de cette entreprise. Et donc, en résumé, vous avez 3 secteurs qui sont à privilégier pour l'Europe. Un, ce sont les valeurs qui ne sont pas liées à la technologie et qui sont peu cotées, mais des leaders dans leur continent. Je pense à la publicité avec Publicis, je pense à Accor. 2, je parle notamment des valeurs du secteur du luxe, de la consommation cyclique, donc du fait que les gens se remettent à consommer. La Chine montre des signes de retour à la consommation. Donc, une valeur française qui gagne plus d'argent hors de l'Europe qu'en France. Donc, ces valeurs-là vont, je pense, bénéficier dans les mois à venir. Et enfin, le dernier secteur qui va, je pense, rapporter gros en Europe l'année prochaine, c'est le secteur du pharma, tout comme aux États-Unis. On a des valorisations qui sont ridicules pour des entreprises qui restent leaders comme Sanofi dans leur secteur d'activité. Donc pour moi, je pense qu'il y a clairement des choses à aller chercher. Regardez, déjà quand on voit en Belgique les performances du CB, pour vous donner une idée, moi j'étais tout content d'avoir fait 100% ici de plus-value. Je dis ouhou, ça va être super. Regardez aujourd'hui où se retrouvent ces valeurs dans le pharma pur, hein, donc ce ne sont pas des biotech. Je crois que c'est vraiment là où se trouvent les opportunités, bien qu'UCB pour moi se paye trop cher aujourd'hui, c'est mon avis. Hein. Regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe en Allemagne et en Belgique. Ne cherchez pas plus loin en fait. Vous avez là 3 indices où vous allez facilement trouver votre bonheur pour moi dans les entreprises là. Et même les small et mid cap comme SPI en France, qui même là se sont fortement appréciés en 2025 parce que les investisseurs commencent à comprendre l'attrait de ces valeurs. On voit très clairement qu'il y a des potentiels de croissance dans la construction, la réindustrialisation, les machines et outillages qui sont en train vraiment de prendre leur essor en bourse. Et donc, il ne faut vraiment pas que vous ayez peur, même si ce ne sont pas des business sexy, à commencer à vous y intéresser. Voilà ce que je pense. Et on fera une liste plus en détail de 3-4 valeurs qui, je pense, vont être vraiment les gagnants. Mais pour vous donner une idée, moi, je suis rentré sur Publicis il y a un peu moins de 15 jours, parce que c'est vraiment une valeur qui, vraiment, les gars, 13 fois les bénéfices. 4% de dividendes, c'est-à-dire que vous ne faites rien, il y a 4% qui vous tombent dessus en brut. C'est quand même sympathique, quand même. C'est plutôt sympa. Pour une entreprise qui a un potentiel de retour graphique, donc ça c'est vous les spécialistes des graphiques et notre cher Ludo, qui est quand même déjà important, mais même un potentiel fondamental. Donc ici, je ne vous donne pas tous les détails mais de pourquoi je pense que c'est intéressant, mais pour vous montrer qu'il y a une croissance indiquée et des guidelines dans leurs résultats qui sont solides. Voilà. Donc ici, ça c'est le transcript de Zone Bourse, mais si vous regardez dans les comptes, que je suis allé regarder, les résultats sont vraiment impressionnants pour une boîte qui, quand même, se bat contre l'IA dans la pub. Hein. Donc voilà, c'était ici un tour d'horizon un peu rapide. Désolé encore de ce souci technique. Ma prochaine présentation sera meilleure. Je vais simplement conclure en vous montrant pourquoi je suis aussi positif pour la bourse américaine. C'est très clairement ceci. Donc sur TradingView, vous pouvez aller voir la courbe du 10 ans américain qui ne fait que baisser et qui a atteint enfin de manière plus stable la zone des 4% et qui se dirige pour moi, avec le cycle d'assouplissement de la Fed, vers le dernier plus bas qu'il y a eu en avril suite aux tarifs et qui vraiment on compte, je pense, retourner vers une zone autour des 3,5, 3,8%, ce qui est une zone excellente pour la bourse. Et puis, le dollar index a trouvé une zone que je qualifierais de travail où elle a enfin trouvé, je pense, sa valorisation juste par rapport aux baisses des taux et par rapport au fait que la dédollarisation ne va pas durer jusqu'à la fin des temps, les amis. Ne pensez pas que la Chine, que l'exceptionnalisme américain va changer du jour au lendemain. Le dollar reste quand même, je vous donne, parce qu'on dit le dollar s'effondre, c'est la fin du dollar. Regardez un petit peu où on a déjà atteint des niveaux du dollar. Hein. Regardez, on est déjà allé beaucoup plus bas. Donc, je trouve que le dollar est dans une vitesse de croisière qui est excellente et qui même encore peut aller plus bas. Et c'est bon pour nous. Le conseil que je donne à chaque fois, c'est si vous achetez des entreprises cotées
aux États-Unis avec vos euros, vous les convertissez en dollars, et quand vous vendez vos gains en dollars, vous les revendez en dollars, en sachant qu'à tout moment, le dollar pourra reprendre de sa vigueur, et donc vous gagnerez à la fois sur la plus-value de l'action, mais aussi sur la plus-value de la devise. N'oubliez pas ce facteur-là qui est très, très important. Je conclurai aussi enfin en vous disant que les résultats des entreprises de la tech vont être exceptionnels. Et que pour moi, Alphabet, Meta et surtout Amazon, Amazon pour moi c'est un truc de fou. Amazon depuis le début de l'année a gagné quasiment 0%. Regardez, 2,2%. On est sur une boîte mais qui est un mastodonte de l'industrie et qui, malgré le fait qu'elle est dans le e-commerce, arrive à faire 11% de marge, ce qui est énormissime et qui, je pense, aujourd'hui fait que l'entreprise est sous-évaluée. Oui, pour moi, 34 fois les bénéfices, c'est sous-évalué parce qu'il y a une valorisation que peu de gens regardent, c'est celle-ci. Ça, c'est la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et regardez les chiffres extrêmement attractifs de cette boîte. Le PE ratio, les amis, c'est pour le comparer par rapport à elle-même. Et ça, ce ratio compare toutes les entreprises du secteur avec la valeur qui vous intéresse. Et là, on est dans les plus bas historiques. L'autre concurrent d'Amazon, c'est Mercado Libre aux États-Unis. Voilà. Et vous voyez que même elle, qui pour moi aussi est très bon marché et que je détiens en portefeuille, même elle se paye plus cher alors qu'elle est 50 fois moins grosse qu'Amazon. Donc pour moi, les GAFAM restent des valeurs extrêmement attractives pour le moment. Pour le moment, on ne sait jamais ce qui peut se passer en 6 mois. Et même Meta, qui est le leader de la pub, regardez, se paye à des niveaux qui restent au niveau du PER. La valeur d'entreprise est plus chère, clairement, parce que les espoirs qu'on a sur Meta sont plus importants. Donc ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais pour moi, il reste, quand on voit la croissance espérée, c'est assez impressionnant. Et donc, en résumé, pour conclure ici, pas de panique pour moi sur les 2 prochains mois. Oui, Trump pourra faire des annonces qui vont chambouler beaucoup d'entre vous qui sont des swing traders. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de connaître votre entreprise. Pas nécessairement par cœur. J'achète, je ne sais pas moi, LVMH parce que je sais que c'est une entreprise qui détient 15 entreprises du luxe différents, qui gagne la majorité de son argent en Chine. Donc, on s'en fout de ce qui se passe en France puisque LVMH gagne plus d'argent hors de l'Europe qu'en Europe. Deuxième chose dont je vous invite à être conscient, c'est de quand même faire attention aux entreprises de la tech qui ne gagnent pas d'argent. Un autre exemple où je sais dans le groupe, on parle beaucoup, c'est un exemple de BBAI. C'est une entreprise typique dans les années 2000 où on aurait pu dire la même chose. Un point AI, comme dans les années 2000, il y avait les points com qui ne gagnent mais absolument pas d'argent. Et là, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Il n'y a même pas de croissance. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons espoirs, il n'y a pas un intérêt. Mais je vous dis d'être extrêmement prudent, même moi, qui suis un aficionados d'Oclo, de CoreWeave, de ces entreprises de la tech, qui commencent à faire parler d'elles et où les investisseurs historiques de l'entreprise, je le vois, commencent à vendre une grande partie de leur participation dans ces entreprises. Donc, ils attendent que les particuliers achètent et eux, avec leur grosse participation, vendent beaucoup. Et donc, c'est inquiétant pour 2026, pas pour tout le marché de la tech, mais c'est clair que ces entreprises-là, quand elles vont peut-être se casser la gueule, où il y a un vrai risque aujourd'hui en 2026, pourraient entraîner à court, moyen terme tout le secteur de la tech où on se dit l'IA, finalement, ne rapporte pas autant que prévu. Moi, je reste convaincu sur les 5 prochaines années à venir de la puissance de l'intelligence artificielle, mais je pense que les attentes de retour sur investissement pour 2026 et 2027 sont très optimistes. Et donc, Oclo, actuellement, se paye à un optimisme qui est quand même assez terrifiant. Je vous dis, moi, c'était les 180, 200, c'était la zone que j'espérais dans 2 ans. Voilà. Je veux juste attirer votre attention parce que je ne veux pas vous attirer, alors que je vous ai beaucoup parlé de cette entreprise, vous attirer dans les pièges de la bourse. Il faut prendre des bénéfices pour moi, pas tout, mais j'ai pris 15 à 20% de mes bénéfices sur Oclo. Voilà, je vous le dis. J'ai pris
vraiment sur ce secteur-là, particulièrement parce qu'on commence à beaucoup en parler. Et donc, quand les gens commencent à en parler, c'est le moment où c'est un peu trop tard d'y entrer, pour moi. Donc, pour moi, il reste 2 mois, 2-3 mois à ces entreprises pour prendre une grande partie de la hausse. Et donc, s'ils n'annoncent pas de bonnes nouvelles, de régulation, de chiffre d'affaires, elles pourraient fortement corriger. Donc voilà, si vous êtes long terme, vous dites, moi, j'ai pas de souci à encaisser des baisses de 100-200% retourner là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais cela implique du coup des baisses qui peuvent être très très importantes. Et je dois être sage avec vous aussi et vous dire, voilà, si vous êtes en swing trading, vous entrez dans les bons niveaux, vous mettez vos stop loss, vous profitez de la volatilité, tac, le rallye fin d'année, bravo. Mais si vous les achetez ici, en long terme, aujourd'hui, c'est dangereux. Le risque est énormissime. Après, je pense que le plan de l'entreprise est brillant, mais le risque est très très élevé et le premium est très élevé. Voilà les amis, un tout grand merci pour votre suivi. Encore 1000 excuses pour eh bien, ces décalages techniques, ces soucis techniques. Je vous promets que la prochaine fois, nous ferons mieux et que je pourrai parler plus en détail de vos valeurs, de vos commentaires. Encore merci beaucoup pour votre engouement. Ludo vous annonce tout bientôt quelque chose d'incroyable sur la plateforme. J'ai vu quelques petites choses qui sont vraiment magnifiques et qui vont vraiment améliorer votre expérience en tant que client et notre communauté. Encore un grand merci pour la contribution à tous, votre assiduité et votre passion pour l'investissement. Donc voilà, on a duré un peu plus longtemps que prévu parce que je tenais quand même à m'excuser par rapport aux 20 minutes de décalage. Et voilà, rendez-vous la semaine prochaine avec Ludo. Je serai là du coup pour compléter vos questions que vous m'avez faites et les valeurs que vous m'aviez demandées. Et passez un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Et encore un tout grand merci. J'embrasse Ludo qui n'est pas à nos côtés, qui est en déplacement. Et pour ceux qui nous regardent en différé, je remettrai du coup le lien sur le Discord pour que vous puissiez avoir accès à ce live. Et je vous mettrai aussi un PowerPoint plus amélioré que celui que j'ai ici. Merci à tous. Passez un bon week-end. Belle journée. Au revoir. Ciao, ciao.